sa voix demeure encore parmi nous comme elle le devrait. Et c'est bien dommage, comme vous allez le découvrir, avec ce portrait signé Jean-Denis Bonan et Jean-Paul Briguelli. Car l'univers de Sainte Jeanne Perse est unique. Qu'il évoque son enfance antillaise, le corps de la femme ou la rumeur de l'océan, sa poésie est toujours fulgurante, splendide. C'est le 70e portrait de cette collection. Sainte Jeanne Perse, l'obscur, le méconnu, en exil de lui-même. Identité multiple, vraie et fausse piste. Alexis Saint-Léger-Léger, pseudonyme donné pour vrai. Alexis Léger, état civil du diplomate. Sainte Jeanne Perse, nom de poète. Le diplomate est de ce siècle, le poète murmure depuis le fond des âges. À présent, laissez-moi, je vais seul. Je sortirai car j'ai affaire. Un insecte m'attend pour traiter. Je me fais joie du gros œil à facettes, anguleux, imprévu, comme le fruit du cyprès. Grand prix national des lettres en 1959 et prix Nobel l'année d'après, il aurait pu se contenter des couronnes qu'on lui tressait. Il a choisi de bâtir lui-même sa légende. Entreprise unique, il va passer les 10 dernières années de sa vie à édifier son monument. Ses œuvres complètes dans la Pléiade. Il retouche ses poèmes et réécrit complètement une bonne partie de sa correspondance et rédige une autobiographie à la 3e personne. De la première à la dernière page, une pure fiction. C'est la poésie elle-même qu'il importe ici d'honorer. La France cartésienne ne lui a pas toujours été très favorable. Aujourd'hui, où l'homme s'ouvre, plus complexe, à plus de nuits humaines, il est temps de reconnaître, dans toute activité de l'esprit, individuelle ou collective, cette force agissante et concertante qu'est le principe poétique. Poésie, sœur de l'action et mère de toute création, l'initiatrice en toute science et devancière en toute métaphysique. Elle est l'animatrice du songe des vivants et la gardienne la plus sûre de l'héritage des morts. Qu'elle hante parmi nous le tumulte du siècle, et elle jouera aussi son rôle, à notre insu, dans cette rénovation humaine où la France est active. Il se contrôlait pour écrire et pour édifier une œuvre. Et au fond, c'est tout ce que nous connaissons. L'homme réel tel qu'il pouvait être avec Madame Léger, nous ne le connaissons pas. Nous connaissons cet homme public qui a une existence certainement démesurée par rapport à l'homme privé et qui est une œuvre. L'œuvre, ça n'est pas simplement l'œuvre poétique, c'est une œuvre en prose avec la correspondance composée comme un poème, et le volume de la Pléiade est un volume d'œuvres en prose. Et puis la grande œuvre au sommet de tout, c'est l'édification de sa vie de poète. Il a écrit, aussi bien dans ses textes que dans la façon dont il organisait sa vie, il a écrit la vie, avec une majuscule, la vie du poète, avec une majuscule. 1887, 31 mai. Naissance à la Guadeloupe de Marie-Renée Alexis Saint-Léger-Léger, seul garçon d'une famille de 5 enfants. Né sur l'îlet de Saint-Léger-les-Feuilles,
au large du port de la Pointe-à-Pitre. Ainsi débute-t-il son autobiographie. L'îlet de sa naissance, pour l'enfant qu'il fut, c'est l'île de Robinson. Peut-être aujourd'hui, Saint-Jean-Perse ne revendiquerait-il plus son île? À 300 mètres de là, sur les rivages de Pointe-à-Pitre, se dressent les cheminées cruelles de la modernité. L'autobiographie remplace tout simplement le nom véritable de Léger par Saint-Léger-Léger. Et le lieu de naissance? À Pointe-à-Pitre, les registres de la mairie affirment qu'Alexis Léger est né en ville, chez son père. Les Léger sont arrivés aux Antilles en 1814, famille de juristes et d'avocats. Amédée Léger, le père du futur poète, est un pur laïc qui oriente son fils dans le respect des lois et l'amour de la nature. La maison d'Amédée Léger, qui est aussi son cabinet d'avocat, n'est-il pas, prosaïquement, le lieu réel de la naissance? Alors bon, il y a pas mal de controverses là-dessus, c'est-à-dire qu'en réalité, il est né ici. C'est vraiment sa maison natale. Il a habité jusqu'à l'âge de 12 ans, pendant toute la période où il vivait en ville, avec de fréquentes escapades vers les îlets, vers l'îlet Feuille, vers le Bois de Boue et vers la Joséphine, qui étaient les maisons des grands-parents et qu'il accueillait volontiers pendant les vacances. Mais l'îlet Feuille représentait dans sa mythologie enfantine une source d'inspiration très importante, et il a souvent affirmé être né à l'îlet Feuille, et il y tenait beaucoup, et pendant des années, jusqu'à ce que nous ayons été amenés à essayer de sauver cette maison de la destruction. Nous avons respecté ce désir qu'il avait manifesté d'être né à l'îlet Feuille. C'est le soir sur ton île et alentour. Ici et là, partout où s'arrondit le vase sans défaut de la mer, c'est le soir couleur de paupières sur les chemins tissés du ciel et de la mer. L'île s'endort au cirque des eaux vastes, lavée des courants chauds et des laitances grasses, dans la fréquentation des vases somptueuses. Outre l'îlet Saint-Léger-les-Feuilles, le poète évoque deux lieux essentiels de son enfance guadeloupéenne. Bois de Boue est la résidence des Dormois, la branche maternelle d'Alexis, de vrais colons, planteurs de canne à sucre, arrivés aux Antilles en 1750. De la romerie de Bois de Boue subsistent encore les deux cheminées et la roue à aube. Aux Dormois aussi appartient la Joséphine, en dessous du volcan de la Soufrière. On y cultive alors le café. Et les servantes de ma mère, grandes filles luisantes, et nos paupières fabuleuses, ô clarté, ô faveur, appelant toute chose, je récitais qu'elle était grande, appelant toute bête qu'elle était belle et bonne. Ô mes plus grandes fleurs voraces, parmi la feuille rouge à dévorer tous mes plus beaux insectes verts. Les bouquets au jardin sentaient le cimetière de famille, et une très petite sœur était morte. J'avais eu qui sent bon son cercueil d'acajou entre les glaces de 3 chambres.
et il ne fallait pas tuer l'oiseau-mouche d'un caillou. Mais la terre se courbait dans nos jeux, comme fait la servante, celle qui a droit à une chaise si l'on se tient dans la maison. Végétale ferveur, eau clarté, eau faveur, et puis ces mouches, cette sorte de mouche vers le dernier étage du jardin, qui était comme si la lumière eût chanté. La Joséphine a été soufflée par un cyclone en 1963. Il n'en reste que le cimetière familial et sa haute grille de fer, forgée au XVIIIe siècle. En 1967, Jacqueline Kennedy, qui rentrait de la Guadeloupe, rapporta au poète un fer de lance de cette grille. À Pointe-à-Pitre, le musée Saint-Jean-Perse insiste sur le caractère antillais du poète. La famille du père d'Alexis n'est arrivée aux Antilles qu'en 1814, donc c'était une arrivée fraîche, mais c'était des créoles travaillant dans la loi, des notaires, des avocats, des pharmaciens. Ce n'était pas du tout une famille de planteurs ayant des habitations. Et le père avait des idées qu'on pourrait qualifier de centre-gauche actuellement. S'était engagé politiquement puisqu'il était adjoint au maire, qu'il avait initié son fils dans la philosophie fin 19e, égalitaire. C'était un fervent admirateur de Schellcher. Et donc, ça dénotait un peu dans le milieu blanc créole. En plus, il était franc-maçon et connaissait la classe mulâtre qui était en train de prendre le pouvoir, et il était dans une situation tout à fait instable, surtout que Madame Léger, enfin sa femme, était, elle, d'une famille réactionnaire. Donc je pense que pour ne pas créer de zizanie dans sa famille, il a préféré quitter la Guadeloupe, surtout qu'il devait pressentir les événements violents qui allaient se dérouler au début du siècle. 1899, départ définitif de toute la famille pour la France, après plus de 2 siècles d'établissement aux îles. Premier exil, première traversée, et la mer. La mer en nous tissait jusqu'à ses roncerets d'abîme, la mer en nous tissant ses grandes heures de lumière et ses grandes pistes de ténèbres. « 1899. Alexis a 13 ans. Le voici au pied des Pyrénées, à Pau. Pau, son ennui, son lycée. Il y entre en 5e, il y est jusqu'au baccalauréat. Pau, son hiver et ses neiges. L'exil. Vous dites exil à Pau, vous avez raison. C'est un homme des îles qui est né avec un, j'allais dire, un palmier et un cocotier dans chaque main. Alors il y a toute cette, l'éclosion d'une fleur, c'est à vue d'œil. La fleur grandit 20 fois tout de suite. Bon, à Pau, il n'y a pas ça. Donc pour lui, c'est un appauvrissement de l'imagerie que d'aller au lycée de Pau. Au 23 du boulevard, appelé aujourd'hui Alsace-Lorraine à Pau, Alexis s'exerce à l'exil. Il dessine le salon familial. Il signe Sissi Séville, Séville, l'anagramme du latin levis, léger. Il dessine son père, tant aimé, et le poète Francis Jam, avec lequel il part herboriser dans les Pyrénées. 1904-1905, premières années d'études à Bordeaux. Saint-Léger-Léger écrit là Image à Crusoé, 1904, qui sera publié en 1909 à la Nouvelle Revue Française. Étudiant régulier en droit, passionné de droit romain et s'intéressant surtout en droit moderne à la philosophie du droit, il fréquente aussi librement les facultés de lettres, de sciences, géologie et minéralogie et de médecine,
cours de neurologie et clinique psychiatrique. Amitié de Gabriel Friso, ami de Jam et de Claudel. Première passion musicale, le debussisme et l'école russe. Bordeaux, son université, son ennui, son horreur même. Le poème dit ce que la biographie occulte. Ô ville sur le ciel, Grèce, haleine reprise, et la fumée d'un peuple très suspect, car toute ville ceint l'ordure. Le soir descend dans la fumée des hommes. La ville, par le fleuve, coule à la mer comme un abcès. Crusoé, ce soir près de ton île, le ciel qui se rapproche louangera la mer, et le silence multipliera l'exclamation des astres solitaires. Ne verrez-vous cela aussi? Des heures crépitantes de belles eaux de cuivre molle, où midi émietteur de cymbales troue l'ardeur de son puits. Pour moi, j'ai retiré mes pieds. Peirce va jouer sur plusieurs registres. Il va le faire de façon ouverte dans certains textes, surtout les textes du début, de façon beaucoup plus latente par la suite. Les exemples célèbres qui sont cités, c'est par exemple un vers où il dit « Pour moi, j'ai retiré mes pieds ». Or, dire « j'ai retiré mes pieds », c'est traduire mot à mot une expression créole, « en tirer pied en moins », qui signifie « je m'en vais ». Et puis, cette façon qu'il a d'animer, en quelque sorte, toute la réalité qu'il veut évoquer, participe bien d'un certain regard animiste, entre guillemets, de la vision créole des choses. Donc, Peirce est créole, parce que Peirce a gardé, d'une part, le sens du lieu. Peirce a gardé une chose extraordinaire, et évidemment, pour un poète, ne pouvait pas en être autrement, un sens de la parole où la parole est quasiment religieuse, où la parole est un cérémonial. Et je crois que ce n'est pas par hasard que Peirce a recours au verset. Peirce a gardé aussi un sens de la parole où la parole est une prolifération. Comme s'il s'agissait, à travers des formules, de recréer le monde, de recréer la magie du monde, de recréer le lien sacré de l'homme au monde. En 1910, à 23 ans, Peirce publie Éloge, sans nom d'auteur. La plaquette imprimée est constellée de coquilles. Pour éviter, dit-il, toute nouvelle mésaventure, Saint John Peirce rééduque totalement sa graphie. On voit très bien l'évolution un peu contradictoire aussi de sa graphie. On le voit à travers les correspondances et on le voit à travers un dossier qu'il avait constitué lui-même, une chemise verte sur laquelle on voit de son écriture, échantillon de l'écriture de Saint John Peirce. Alors la légende, là encore, qu'il a entretenue lui-même, dit qu'à la suite de l'édition fautive d'Éloge que Gide avait fait publier, il attribue à une graphie peu lisible le nombre de coquilles qui se sont trouvées dans cette publication et qu'il décide ensuite d'avoir une écriture lisible et de la rééduquer suivant ses propres termes, et ceci conduit à la belle écriture que nous connaissons maintenant, qui sera celle de tous ces manuscrits et dont il ne variera jamais. Alors la rééducation de cette écriture, je pense qu'on peut dire qu'elle est beaucoup moins due à des raisons de lisibilité qu'à des raisons, là encore, de rituel de la poésie. On entre en poésie presque comme on entre en religion, et on se défait de tout ce qui est trop personnel, et adopter une écriture digne de la poésie fait partie de ce rituel. Ce rituel poétique a besoin d'accessoires. Collections, cartes des géographies, dictionnaires, traités d'ornithologie, livres, lettres et manuscrits, aujourd'hui rassemblés à la Fondation Saint John Peirce à Aix-en-Provence, où l'on peut visiter les coulisses de la création. Cavernes pleines des matériaux bruts dont émergeait l'idée et la poésie.
1914. Reçu au concours des affaires étrangères pour la carrière diplomatique et consulaire, s'y présentant en limite d'âge et pour la première fois. La diplomatie, c'est une carrière d'exilé. Voilà Alexis Léger, à partir de 1916, secrétaire de la légation de France à Pékin. Il y écrit Anabase, reprenant le titre autrefois utilisé par Xénophon pour décrire la lente remontée vers la mer d'une armée isolée dans les déserts de Perse. Les paysages de Saint-Jean-Perse rassemblent mythes et mémoires, déserts imaginaires et Antilles de l'enfance. La légende qu'il a créée lui-même dit que c'est dans ce petit temple taoïste qu'il a composé Anabase. Or, nous avons retrouvé la photo première, et alors bien entendu, on le voit couché dans ce qui apparaît dans le haut de la photo comme un petit temple taoïste. Mais sur la photo complète, en bas, on voit deux personnages assis dans du foin. Donc en fait, le petit temple taoïste n'est vraisemblablement qu'une grange qui abritait du foin ou autre chose. Et loin de composer Anabase dans la solitude, eh bien, il avait vraisemblablement fait une excursion avec des amis. Alors voilà, ça n'est pas tout à fait faux, il y a effectivement une photo, mais elle est retravaillée. Vous ne trafiquez pas d'un sel plus fort quand au matin, dans un présage de royaume et d'eau morte hautement suspendu sur les fumées du monde, les tambours de l'exil éveillent aux frontières l'éternité qui bâille sur les sables. Au pays fréquenté sont les plus grands silences, au pays fréquenté de criquets à midi. Je marche, vous marchez, dans un pays de hautes pentes à mélisses, où l'on met à sécher la lessive des grands. Pour la première fois avec Anabase, apparaît en 1924 ce pseudonyme mystérieux, Saint-Jean-Perse. Et tout aussitôt, le poète disparaît pour de longues années derrière le diplomate. Les années chinoises de Perse, ce sont les soirées dans les salons et les errances vers Gobi, sur un cheval mongol qu'il appelle Alan. Alan, le nom même que lui donnait sa mère lorsqu'il était enfant. De ces années chinoises, Perse ne ramène en France qu'Anabase et un crâne de cheval trouvé dans le désert. Après un long périple, il se rend à Paris. Le 1er janvier 1922, il entre chez Marie Laurencin. Elle est absente. Il lui laisse pour étrenne le crâne pétrifié du cheval et coincé dans la mâchoire, le poème liminaire d'Anabase. Il naissait un poulain sous les feuilles de bronze. Un homme mit des baisers amers dans nos mains, étrangers, qui passaient. Et voici qu'il ébruite d'autres provinces à mon gré. Je vous salue, ma fille, sous le plus grand des arbres de l'année. Marie Laurencin en aura une crise de nerfs, et le poète, un peu gêné, jettera à la Seine son squelette fétiche. Alexis Léger est propulsé sur la scène internationale. Il est l'homme d'Aristide Briand. À ses côtés d'abord, puis avec Daladier, il organise la politique étrangère de la France.
L'enjeu en est la paix européenne. Les conférences se succèdent à Washington, à Locarno, à La Haye. Avec le rang d'un ministre des Affaires étrangères, Alexis Léger est sur la scène même de l'histoire. Mais voici que d'Allemagne remonte un bruit de bottes. Munich, 1938. Midi 15, le chancelier Hitler, suivi du capitaine Widmann, arrive à son tour. À midi 21, M. Daladier arrive accompagné de M. François Poncet et du maréchal Göring. Enfin, à midi 25, le Duce fait son entrée. La conférence historique qui devait sauver la paix européenne allait commencer. Léger voudrait trancher dans le vif et ne rien céder à Hitler. Il s'en fait même un ennemi personnel. Mais Daladier croit plus diplomatique de céder au chancelier du Reich. De retour au Bourget, Daladier croit même que la foule qui l'attend est là pour le lyncher. Une ovation en monte. Daladier se retourne vers Léger, derrière lui, et murmure « Les cons ». Parallèlement, Alexis Léger succombe à la grande passion de sa vie. Rosalia Sanchez Abreu, dite Lilita. Créole de Cuba, elle rencontre Perse en 1932. Et quoique mariée, quoique fort courtisée, elle l'aime à l'instant et pour 10 ans d'un amour passionné. Alexis, quoique fort inconstant, en devient sentimental. Pour elle, il redevient Alan. Pour lui, elle est Liu, en chinois compagnon et pierre précieuse. Quand il recommencera à écrire, ce sera pour elle et pour un adieu. Poème à l'étrangère. Une éternité de beau temps pèse aux membranes closes du silence, et la maison de bois qui bouge à fond d'abîme sur ses ancres mûrit un fruit de lampes à midi pour de plus tièdes couvaisons de souffrances nouvelles. Rugit le cœur, chantent tout bas les cloches en exil, et ce sont la méprise de leur langue d'étrangère. Dans Paris occupé, le parti de l'armistice révoque Alexis Léger, qui descend dans les Landes. Son appartement avenue Camoins, à Paris, est mis à sac par la Gestapo, sur l'ordre personnel d'Hitler probablement. Perse affirmera toujours que des caisses de manuscrits furent alors saisies, que les Russes les auraient récupérées. On peut toujours rêver aux poèmes inouïs qui dorment peut-être dans les archives d'un défunt KGB. Les collaborateurs en veulent à l'ancien diplomate, et ce faisant, l'honneur. La presse de Vichy l'insulte. Grand officier de la Légion d'honneur, il est radié de l'ordre, fait rarissime, et déchu de la nationalité française. Troisième exil, loin de la dune du Pilat, l'apatride Alexis s'en va aux Amériques. Saint-Jean-Perse renaît des cendres de Léger. Il travaille pour la bibliothèque du Congrès à Washington et publie Exil en 1942. L'exil n'est point d'hier, répète-t-il. Le diplomate qui hantait les salons chante la haute solitude de l'exilé. Ceux-là qui furent se croiser aux grandes Indes atlantiques, ceux-là qui flairent l'idée neuve aux fraîcheurs de l'abîme, ceux-là qui soufflent dans les cornes aux portes du futur, savent qu'au sable de l'exil sifflent les hautes passions lovées sous le fouet de l'éclair. Ô prodigue sous le sel et l'écume de juin, garde vivante parmi nous la force occulte de ton chant. Après exil, Pluie, en 1944,
chantent les éléments. Au frais commerce de l'embrun, là où le ciel mûrit son goût d'arôme et de névé, vous fréquentiez les clairs salaces, et dans l'aubier des grandes aubes lacérées, au pur vélin rayé d'une amorce divine, vous nous direz, ô pluie, quelle langue nouvelle sollicitait pour vous la grande onciale de feu vert. Tout à coup, Saint-Jean-de-Perse, dont on ne connaissait plus rien depuis 1925, a publié dans une revue américaine en français ce merveilleux poème qu'est Pluie. Et alors le choc a été extraordinaire parce que voilà un poète qui ne s'occupait ni de la France malheureuse, ni de l'occupation, ni de la guerre, il s'occupait des éléments cosmiques. Alors évidemment, tout fougueux que j'étais, j'ai écrit un article de toute une page sur lui en le qualifiant de poète immortel. Alors moi, ça m'est rarement arrivé de faire ça, et lui non plus, ça ne lui était pas arrivé. Pour Perse, Pétain est un traître et De Gaulle un usurpateur. Reste la poésie. Après pluie, neige dédiée à sa mère, et enfin vent. C'étaient de très grands vents sur toute face de ce monde, de très grands vents en liesse par le monde, qui n'avaient d'air ni de gîte, qui n'avaient garde ni mesure, et nous laissaient, hommes de paille, en lancs de paille sur leur air. Ah oui, de très grands vents sur toute face de vivants. Flairant la pourpre, le cilice, flairant l'ivoire et le tesson, flairant le monde entier des choses, et qui couraient à leur office sur nos plus grands versets d'athlètes, de poètes. C'étaient de très grands vents en quête sur toute piste de ce monde, sur toute chose périssable, sur toute chose saisissable, parmi le monde entier des choses. Il n'établissait pas de hiérarchie, c'est peut-être excessif, mais pas de grande hiérarchie entre l'univers de mots d'un poète et l'univers des mots du dictionnaire. C'est-à-dire qu'il allait là-dedans prélever des mots, un peu comme on peut faire des collections. Lui ne faisait pas de collection de pierres comme Caillois, il faisait des collections de mots. Je crois surtout qu'il devait lire le dictionnaire parce qu'au fond, dans un dictionnaire, il y a toute l'aventure du monde et qu'on peut se laisser porter par les relations que les mots entretiennent les uns avec les autres pour faire un voyage dans l'infini. Alors on a en particulier un dictionnaire analogique très annoté et on voit très bien là encore comment l'imagination a fonctionné. Dans la rubrique amande, on trouve toute une série de mots soulignés, amygdale, amygdalin, et on trouve aussi térébinthe. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans le texte d'Anabase, on va trouver donc ce terme d'amande, on va trouver l'expression les capitaines aux voix amygdaliennes, dont il dit à un de ses traducteurs qu'il interrogeait que cela signifie des capitaines aux voix rauques, et on trouve aussi l'expression le compteur au pied du térébinthe. Et alors ce que je trouve vraiment merveilleux, c'est qu'on a l'impression qu'avant même de savoir comment il allait composer son poème et ce qu'il allait y dire, il y avait cette constellation de mots, amande, amygdale et amygdalin et amygdalien, térébinthe, et qu'en somme, les mots ont vraiment germé dans le texte. À la Libération, Alexis Léger, quoique rétabli dans ses droits de français, reste aux Amériques et reprend la mer. Les îles Vierges, les oiseaux et les plantes, encore et toujours. Les Caraïbes, Tobago, Trinidad, les Cays de Floride et les Everglades, les Bahamas et les Bermudes, tournant sans cesse autour de la Guadeloupe sans jamais y aborder, rêvant toujours pourtant aux fraîches demeures de guipure blanche, celles de l'îlet aux feuilles, de bois debout et de la Joséphine. Il y a la lettre à son cousin qui est l'explication peut-être d'un retour impossible aux Antilles, enfin en Guadeloupe, puisque durant tous ces congés, c'était un excellent navigateur et il a beaucoup navigué dans les Caraïbes, il allait souvent dans les îles
anglaise essentiellement. Et un jour où il était à Antigua, il a écrit à ce fameux cousin Polo en lui disant qu'il avait reconnu des oiseaux, des ceci, enfin il fait des comparaisons de paysages et il dit qu'il aimerait éventuellement revenir en Guadeloupe, mais il n'est pas revenu. À la fin des années 50, Perse, patiemment, rédige Amer. La mer, ses boucles, ses sphincters et son million de bouches closes sur l'anneau du désir. Ou bien la mer hors de ses sangles et dans sa grande robe de jument noire entaillée de blessures. Ouvertures fraîches et lubriques. Étroits sont les vaisseaux, étroite notre couche. Immense l'étendue des eaux, plus vaste notre empire aux chambres closes du désir. Étroits sont les vaisseaux, étroite l'alliance, et plus étroite ta mesure, ô corps fidèle de l'amante. Et qu'est ce corps lui-même, qu'image et forme du navire? Nacelle et nave, et nef votive jusqu'en son ouverture médiane. Licence alors au jeu du corps, offrande, offrande et faveur d'être. La nuit t'ouvre une femme, son corps, ses havres, son rivage, et sa nuit antérieure où gît toute mémoire. L'amour en face son repère. Plus tard, le photographe Lucien Clergue illustrera des fragments de Amer en un recueil intitulé Genèse. Plaintes de femmes sur l'arène, râles de femmes dans la nuit ne sont que roucoulements d'orage en fuite sur les eaux. Ramiers d'orage et de falaises, et cœurs qui brisent sur les sables. Qu'il est de mer encore dans le bonheur en larmes de l'amante. À la publication d'Amer, en 1957, Perse enfin revient en France. Des amis lui ont offert, dans le Midi, au bout de la presqu'île de Gien, une villa d'été qui le réconcilie peu à peu avec la Méditerranée. Il y vit avec Dorothy Russell, épousée en 1958 et rebaptisée Diane. Aux yeux d'un Alexis Léger épris de loi, De Gaulle, usurpateur en 1942, l'est encore davantage après le coup de force de 1958. Ami intime de Perse, le secrétaire général de l'ONU, Dag Hammarskjöld, met tout en œuvre pour que le poète soit internationalement reconnu. Et il ne lui déplaît pas, sans doute, de célébrer un poète en mauvais termes avec De Gaulle. Est-ce à son coup de pouce providentiel que Perse doit d'obtenir enfin le prix Nobel de littérature en 1960? Plus que mode de connaissance, la poésie est d'abord mode de vie et de vie intégrale. Le poète existait dans l'homme des cavernes. Il existera dans l'homme des âges atomiques, parce qu'il est part irréductible de l'homme. Et c'est d'une même étreinte, comme d'une seule grande strophe vivante, qu'elle embrasse au présent tout le passé et l'avenir, l'humain avec le surhumain et tout l'espace planétaire avec l'espace universel. L'obscurité qu'on lui reproche ne tient pas à sa nature propre qui est d'éclairer, mais à la nuit même qu'elle explore et qu'elle se doit d'explorer, celle de l'âme elle-même et du mystère où baigne l'être humain. L'âge venant, Perse signe chronique. Voici les lieux que nous laissons. Les fruits du sol sont sous nos murs,
les eaux du ciel dans nos citernes et les grandes meules de porphyre reposent sur le sable. L'offrande aux nuits ou la portée, et la louange, la fiée. Nous élevons à bout de bras sur le plat de nos mains, comme couvée d'ailes naissantes, ce cœur enténébré de l'homme où fut l'avide et fut l'ardent et tant d'amour irrévélé. Écoute aux nuits dans les préaux déserts et sous les arches solitaires, parmi les ruines saintes et l'émiettement des vieilles termitières, le grand pas souverain de l'âme centenière, comme aux dalles de bronze où rôderait un fauve. Grand âge, nous voici. Prenez mesure du cœur d'homme. Peu après le Nobel, il rédige Oiseau sur des eaux-fortes de Georges Braque, une broderie de mots ailés. Son monument littéraire, ses œuvres complètes dans la Pléiade, est achevé. À 85 ans, en 1972, Perse compose Nocturne. Soleil de l'être, trahison. Où fut la fraude, où fut l'offense? Où fut la faute et fut la tare? Et l'erreur, quelle est-elle? Reprendrons-nous le thème à sa naissance? Soleil de l'être, prince et maître, nos œuvres sont éparses, nos tâches sans honneur et nos blés sans moisson. La lieuse de gerbe attend au bas du soir, les voici teints de notre sang, ces fruits d'un orageux destin. À son pas de lieuse de gerbe, s'en va la vie, sans haine ni rançon. Je crois qu'il y avait chez Perse probablement un double côté, même s'il se mettait lui-même dans l'ombre. En tout cas, il avait le sens de la mise en scène, de se placer. Et en particulier, il avait une coquetterie qui s'est manifestée notamment avec une série de photographies, car il fallait qu'il voie les tirages, qu'il les sélectionne, qu'il les classe dans un ordre chronologique, numéroté au dos de chaque image, et il se permettait parfois, il s'est permis dans une photographie assez importante de lui, de prendre des ciseaux et crac, de couper en disant bien au dos, photo coupée au bas pour donner plus d'avantage au buste. Ce qui, à l'âge qu'il avait, est quand même réconfortant de voir le souci d'élégance du personnage. Et je veux dire que à cet âge-là, il était toujours très séducteur. Enfin, les femmes que j'ai eu l'occasion de voir dans son entourage étaient troublées par le personnage. Je l'ai photographié de 1965 à 1974. En 1973, il y a eu une phase un peu délicate parce qu'il était sûrement mal en point. Et l'année d'après, il s'est senti beaucoup mieux. Il m'a fait appeler en me disant, voilà, je voudrais que vous me représentiez pour l'éternité, après ma mort. Je voudrais que vous fassiez le portrait qui me symbolisera après ma mort. Dans ces dernières années, le sculpteur hongrois Andreas Beck avait réalisé un masque de bronze doré, empreinte creuse du visage de Perse. Ce masque mortuaire sculpté de son vivant orne la jaquette des œuvres complètes et surveille le musée de Pointe-à-Pitre, symbole du poète revenu enfin de son long exil. Poète, homme d'absence et de présence, homme de refus et d'affluence, poète né pour tous et de tous accroissant, sans s'aliéner jamais. Il est fait d'unité et de pluralité.
Un grand lambeau d'humanité s'opère en lui ce déchirement d'un seul, en proie à l'épopée de tous, levé de tous dans l'œuvre et de l'œuvre dans tous. Des marches de l'exil, il gère une solitude plus peuplée qu'aucune terre d'empire. Saint John Perse est mort le 20 septembre 1975. Son dernier poème se terminait par ces mots. Singe de Dieu, trêve à tes ruses. Et il arrive un moment où, précisément, c'est au début des années 30, où il est obligé de tout vendre. Mais de tout vendre. Il ne lui reste plus rien à ce moment-là. Tout s'arrête là. Il est obligé de se réfugier chez sa sœur. Pendant quelque temps, il pense aller habiter à l'hôtel. Alors il prend un appartement au Ritz. Mais là, ça dure que 3 mois, parce qu'on est bien obligé de se rendre compte, au bout de 3 mois, qu'un appartement au Ritz, ça coûte aussi fort cher. Roussel se drogue au moins depuis 1928, puisque cette année-là, il va rencontrer Jean Cocteau dans la clinique de désintoxication du docteur Blanche. Il habite désormais dans un petit hôtel de Pigalle. Il s'enthousiasme un moment pour le jeu d'échecs. Tout se passe comme si, privé des artifices de la scène du théâtre et de ses actions combinées, il cherchait à les retrouver dans le cadre des 64 cases de l'échiquier. Il remet à l'imprimeur en avril 1932 le manuscrit du texte où il livrera le secret du procédé. Comment j'ai écrit certains de mes livres, qui sera publié en 1935 par les soins de Michel Léris. En juin sont achevées d'imprimer les nouvelles impressions d'Afrique, le plus déconcertant de ses poèmes. Dès que l'homme, au surplus pour avoir ausculté, pendant qu'on l'épluchait telle porte ou tel mur, voit tout nu ses défauts, ses tics, ses appétits, par ses yeux complaisants, ils sont rendus petits. Telle l'ombre, vers midi, sur le cadran solaire, montrant que l'estomac réclame son salaire, par le gel, le niaton, le maître étalon, défiant la crotte, un retroussé pantalon, un journal sur la planche à trous d'un édicule. Dans Nouvelles impressions d'Afrique, Roussel montre le rapport qu'il y a entre deux choses apparemment semblables. Mais si ces deux choses sont apparemment semblables, Roussel montre aussi qu'elles ne sont qu'apparemment semblables. Et que de l'une à l'autre, il y a un abîme, et qui est l'abîme de la présence, qui est l'abîme de la matière, et que jamais le langage ne pourra vaincre. Et c'est pour ça que Nouvelles impressions d'Afrique est ce que j'ai appelé un traité de la pesanteur, parce que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, il y a cette matière que l'homme ne peut pas vaincre, que l'homme Roussel ne peut pas vaincre, d'où la remontée complètement hallucinante dans ce texte de la réalité scatologique, dont on ne parle pas, mais ce qui est par rapport à l'univers de Roussel, par rapport au dandysme de Roussel, quelque chose d'affolant,
parce qu'il y a des vers sur l'odeur de l'urine quand on a mangé des asperges, il y a des vers sur les bas crottés d'un laquais qui sont analogues à un œuf qui sort du cul d'une poule. Tout ça, il y a quelque chose d'affolant là-dedans. Et c'est aussi ça, le tragique de Nouvelles Impressions d'Afrique, c'est que c'est cette sorte d'épopée désespérée au cours de laquelle Roussel montre, quoi qu'il ait fait, quoi qu'on fasse, quels que soient les détours les plus éloignés, les plus larges qu'on puisse inventer, eh bien, on n'échappe pas à ce que nous sommes, c'est-à-dire à ce tas de matière. Et pour un dandy, c'est horrible, il n'y a plus qu'à se suicider après. En janvier 1933, Raymond Roussel rédige son testament. Il va partir au printemps. Il choisit la Sicile. Il dit que le climat lui convient. Charlotte Dufresne l'accompagne. Ses valises sont bourrées de tranquillisants. À Palerme, au Grand Hôtel et des Palmes, Charlotte Dufresne et lui occupent deux chambres communicantes. Il a loué une voiture et un chauffeur. Il se promènera un peu, sans descendre de voiture. Son état général se dégrade. Il se drogue de plus en plus. Il s'affaiblit. Il couche par terre sur un matelas de peur de tomber. Il demande à Charlotte Dufresne de le tuer. Il essaie de s'ouvrir lui-même les veines dans sa baignoire le 2 juillet. Depuis le 25 juin, Charlotte Dufresne note sur un carnet les doses de tranquillisants qu'il prend. Le 14 juillet, la page est blanche. Au matin, on a trouvé Raymond Roussel mort sur son matelas. Je reviens sur le sentiment douloureux que j'éprouvais toujours en voyant mes œuvres se heurter à une incompréhension hostile presque générale. Et je me réfugie, faute de mieux, dans l'espoir que j'aurai peut-être un peu d'épanouissement posthume à l'endroit de mes livres.